Oui, alors je voulais à mon tour vous remercier pour l'ensemble de cette journée à laquelle vous avez apporté une attention soutenue, mais aussi des points de vue enrichissants. J'attendais le nouvel ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, Laurent Stefanini, qui a été retenu toute la journée. Et on va probablement ne pas l'avoir puisqu'il vient seulement de sortir du lieu où il était retenu lié au Quai d'Orsay. Il aurait sa première tâche en quelque sorte d'ambassadeur va être précisément de discuter avec les États membres et de consolider la recommandation de 74 telle qu'on a vu. Un mot pour terminer. Vous avez participé au fond à un exercice auquel vous n'êtes pas coutumier, qui est celui de travailler avec l'UNESCO, pour l'UNESCO et avec les gens de l'UNESCO. J'ai commencé à propos de ce matin en vous disant que l'UNESCO que cette recommandation était un petit miracle. Alors, il faut vous rappeler trois choses sur l'UNESCO. D'abord, son format. C'est une organisation qui se veut universelle, c'est-à-dire qu'elle regroupe l'ensemble des États. Et quand les États-Unis ont été absents pendant de nombreuses années à cause du NOMIC qu'avait lancé le Nouvel Ordre mondial de l'information et de la communication qu'avait lancé Mamadou Mokhtar Mbow, les États-Unis se sont retirés. Or, vous ne pouvez pas défendre des valeurs universelles si vous n'êtes pas vous-même universel. Donc la question de la composition et du format de l'UNESCO, elle est dominée par cette préoccupation. Et tout récemment, comme vous le savez, l'UNESCO a reconnu comme État de plein exercice l'État palestinien, et vous savez que la sanction a été vive puisque les États-Unis ont suspendu le paiement de leur contribution à l'UNESCO, et ça fait 4 ans que l'UNESCO n'a plus la participation et le budget, soit près d'un tiers des États-Unis. Pourtant, l'universalisme est ainsi établi. Donc, c'est une organisation en charge de l'universel. Pensons que l'universalisme est de plus en plus critiqué, démantelé, trop souvent perçu comme l'expression de la culture et de la civilisation européenne et anglo-saxonne. La deuxième force de l'UNESCO, pour que vous le compreniez bien, c'est qu'elle, dans sa méthode, elle cherche le consensus. Aucun texte n'échoue, parce qu'on négociera, s'il le faut, toute la nuit et même toute la semaine pour trouver le consensus. Et donc cette recommandation 74, elle va rentrer dans la moulinette des États, elle sortira comme le résultat d'un consensus. Et ça explique les critiques qui ont été faites ce matin sur les définitions. Ce qui nous a été lu des définitions du chercheur et de la recherche, c'est le résultat de nuits entières de diplomates qui cherchent à utiliser des ajouts, des mots complémentaires, des expressions, des nuances, etc., qui fait que tout esprit sain est bien formé, s'interroge sur le sens et la portée de ces rédactions extraordinairement molles et extraordinairement complexes. Oui, mais c'est l'illustration d'une méthode qui se perd de plus en plus dans les relations internationales, qui est celui de la recherche du consensus. La troisième chose que je voudrais vous dire, parce que ça a souvent été dit, c'est pas la science qui est au cœur du mandat de l'UNESCO. Bien sûr, il y a la science, il y a l'éducation, il y a la culture. Mais c'était la notion des connaissances. L'UNESCO a été créée pour diffuser les connaissances et lutter contre le déséquilibre qui existait entre le Nord et le Sud. Elle avait d'ailleurs créé une université des Nations Unies, qui maintenant est moribonde, mais qui devait organiser la circulation des connaissances, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient de toute nature. Et l'enjeu majeur de l'UNESCO, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus la diffusion. Les réseaux sont là, les échanges sont développés, la question n'est plus tellement celle des réseaux supplantes. Mais la question, c'est celle du statut de la connaissance, de la production de la connaissance, de la reconnaissance de la connaissance. C'est-à-dire toutes les questions qui sont liées au processus, en quelque sorte, de production et de diffusion de la connaissance. Alors, voilà la force. C'est trois forces. Le format, la méthode et l'objet des connaissances. Et l'UNESCO a 3 faiblesses pour que vous puissiez suivre dans les mois qui vont venir la suite de ce processus. La première, c'est que l'UNESCO n'est pas encore en mesure de remettre ensemble l'ensemble des actes normatifs qu'elle produit. On a cité aujourd'hui plusieurs conventions. Il y a de très nombreuses conventions. Imaginez par exemple cette recommandation sur 74, on ne la rapproche pas de la déclaration sur la protection de la diversité culturelle de 2005. On ne la rapproche pas.
Ça a été fait dans un secteur plutôt que dans un autre. Il y a un énorme travail qui est à faire pour cette agence, comme je pense pour l'ensemble des Nations Unies, qui est de remettre en cohérence l'ensemble des instruments normatifs qu'ils ont adoptés pour élaborer un nouveau socle ou un nouveau modèle de gestion géopolitique de notre terre. Donc ça, c'est un enjeu majeur. On va essayer déjà sur la recommandation de 74 d'aller au-delà de la simple mention de la Charte des Nations Unies, du préambule de l'UNESCO et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, parce qu'aujourd'hui, c'est une cinquantaine. Mais il ne suffit pas de les citer. Il faudrait créer un groupe de réflexion qui regarde ce qui est devenu divergent, ce qui est devenu convergent, et comment on peut élaborer un nouveau modèle d'organisation internationale et répondre aux attentes. Deuxième faiblesse, l'extraordinaire incapacité de l'UNESCO à avoir les moyens nécessaires au service des politiques qu'elle soutient. Nous n'avons pas d'argent. On a parlé à un moment de la création d'un fonds pour la recherche scientifique. Nous n'avons pas d'argent. Nous sommes en plus en crise puisque précisément les États-Unis ne payent pas. Donc on est dans une situation déjà. Donc quand on n'a pas d'argent, on a des valeurs symboliques. C'est-à-dire que l'UNESCO doit être une structure qui gère des valeurs symboliques et c'est-à-dire tout ce que sont les parrainages, tout ce qui sont les appellations, tout ce qui les logos, tout ce qui amène une parcelle d'autorité universelle, car c'est ça l'UNESCO, sur un projet national, régional ou local. C'est la redistribution du symbole, ce qui suppose que nous adhérions naturellement à ce symbole d'universalisme. Et enfin, la troisième, je dirais, difficulté, c'est que encore trop aujourd'hui, on vit l'UNESCO comme une agence technique. L'UNESCO n'est pas une agence technique, elle est une agence politique, car l'éducation, la science et la culture sont le reflet d'enjeux politiques de chaque pays, et d'enjeux géopolitiques, et d'enjeux géostratégiques. Qu'est-ce qui n'est pas plus politique que la science? Qu'est-ce qui n'est pas plus politique que la culture? Qu'est-ce qui n'est pas plus politique que l'éducation? C'est une agence politique. Quand on lui reconnaîtra ce rôle, elle a tout. Elle a le symbole, elle a l'universalisme, elle a l'autorité, elle a tout ce qu'il faut, elle a les instruments, elle a l'intelligence, elle mobilise toute l'expertise. Dans ce que nous faisons, jamais quelqu'un nous refuse de venir participer à un panel. Pourtant, nous n'avons pas d'argent. Mais jamais. On peut avoir les plus grands savants, les plus grands experts qui viennent à Paris, ou alors, quand on est dans les bureaux au siège de l'UNESCO, parce qu'ils croient à cela. Donc c'est pour vous dire que vous avez vécu, tous en commun, quelque chose qui est rare, que les gens ne voient pas beaucoup ou ne connaissent pas beaucoup, et qui est au fond une immense espérance dans une humanité. Nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour que l'humanité soit meilleure. Soit, je dirais, et quand nous parlons, par exemple, avec mes collaborateurs, qu'ils arrivent fatigués, qui ne comprennent pas pourquoi ils se lèvent le matin, et je leur dis, vous avez une chance extraordinaire, puisque vous avez mis votre vie au service d'idéaux et d'un universalisme et d'une humanité nouvelle et d'un humanisme nouveau. Voilà, je voulais vous dire ça pour que vous intégriez l'exercice auquel nous nous sommes livrés aujourd'hui. Je crois que le président Janicot a dit l'essentiel. Je voudrais quand même ajouter un double mot de remerciement. D'abord à chacun d'entre vous qui êtes venu participer à peut-être un exercice qui était inconnu pour vous. Et on sera heureux de savoir comment vous l'avez perçu et découvert. Et par là même, non pas à titre de remerciement, mais à titre de continuité de mon engagement dans ce secteur de la bioéthique et de l'éthique des sciences, et particulièrement au CIB, je voudrais redire que vis-à-vis du monde universitaire et académique et des chercheurs, que je suis, on parlait de courroie de transmission, j'aime pas beaucoup le mot parce que ça fait référence effectivement à des habitudes de certains pays du social au politique, c'est qu'il y avait des courroies de transmission, mais je suis une sorte de référent pour chacun d'entre vous. Et ce que nous avons commencé à faire, c'est dans le symbolique, c'est de donner un label, une
de membres correspondants à certaines universités ou centres de recherche ayant des spécialités d'expertise qui sont importantes pour nous en ce moment. Alors, nous n'avons fait que commencer. Il y a un travail sur le numérique au CIB, et donc nous avons labellisé membres correspondants un centre universitaire spécialiste sur l'e-santé. Donc ce que j'invite donc parmi vous les chercheurs qui, dans les domaines d'activité dont vous avez entendu parler, auraient un intérêt à vouloir participer, être un peu les experts et de la commission et ceux que nous mettrons en avant auprès de l'UNESCO à finalement à participer à cette démarche. Enfin, je voudrais aussi quand même remercier très vivement le secrétariat qui est levé 24 heures sur 24, si j'ose dire, 7 jours sur 7 depuis les vacances, et je peux en témoigner même autour du 15 août, pour travailler à cette activité. Je voudrais les remercier individuellement et collectivement, parce que c'est à la fois un engagement individuel et en même temps un travail collectif, voilà. Mais ils peuvent peut-être venir un petit peu ici pour être plus visibles. On peut en profiter, voilà, parce qu'il n'y a pas d'interprète à remercier, donc on peut les voir. Et voilà, je vous dis peut-être à la prochaine fois, puisque nous avons pris l'habitude à la Commission française pour l'UNESCO de réaliser ce type d'exercice avec la communauté scientifique. Comme dit Christian, c'est au théâtre ce soir. C'est comme au théâtre ce soir. Comme au théâtre ce soir. Merci, à bientôt. On vous tient au courant et envoyez-nous vos textes ou tout texte que vous voulez nous envoyer. Au revoir, monsieur Janico. Au revoir, monsieur. À la prochaine. À bientôt. Félicitations, c'était excellent. C'est très gentil. Garde le contact. Absolument. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça va bien? Oui, moi, c'est extrêmement important ce que vous avez dit, de façon très, parce que vous avez vraiment rapporté les questions de numérique, le droit de l'éducation pour la moi, j'ai le droit de l'eau, pour la chambre de toutes les questions de l'humanisme, d'ailleurs, et je pense que vous êtes heureux de pouvoir continuer ce débat. C'est une réhabilitation. Monsieur Janico? Ah, on fait la photo. Alors, s'il vous plaît, je salue donc l'ambassadeur de France, Laurent Stefanini, qui vient d'arriver. Malheureusement, la séance vient de se terminer. Peut-être voulez-vous dire un petit mot sur l'engagement de la France. S'il vous plaît, je vous demande juste un petit peu de silence, puisque nous avons le privilège d'avoir le nouvel ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, qui va venir nous dire au moins quelques mots sur l'engagement de la France dans la révision de la recommandation. Bien, écoutez, je vous soutiens. Là, je sors d'une réunion avec Madame Bokova sur le budget de l'organisation, qui était une réunion de crise, puisque évidemment l'organisation est dans une telle situation budgétaire que voilà, nous nous inquiétons pour son avenir, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à travailler sur les sujets importants de fond qui nous intéressent, comme celui d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez pu, si je peux dire, avancer sur le modus operandi, surtout de la révision de ce statut de 1974, et sur les points sur lesquels il paraît utile de travailler et d'essayer de définir un certain nombre de positions, parce que
nous sommes, parce que c'est la conférence générale qui a adopté ce statut du chercheur. Et donc, c'est à la conférence générale, si je peux dire, qui n'est évidemment plus du tout la même que celle de 1974. Nous devons avoir aujourd'hui à peu près 3 fois plus, ou au moins 2 fois plus d'États qu'en 1974. Et évidemment, c'est plus compliqué, si je peux dire, à organiser et à manager. Donc un monde totalement différent de celui de 74 doit travailler à réformer les textes fondateurs de manière évidemment différente. Et simplement, donc, ce que je souhaite surtout, c'était ce que je voulais vous dire d'abord ce matin, mais nous avions une réunion sur l'Ukraine assez importante. Et puis maintenant, cet après-midi, j'arrive un peu tard, juste à temps. C'était surtout donc d'avoir les bonnes méthodes, si je peux dire, pour obtenir ce qui vous paraît important, ce qui se dégage de cette journée de travail sur la réforme du statut du chercheur. Voilà, donc j'aurai les informations par le président de la Commission nationale, par ceux qui ont participé aux travaux, pour savoir un peu comment maintenant on lance, si je peux dire, la phase opérationnelle de ce que vous avez aujourd'hui en travaillant recommandé. Voilà, enfin en tout cas, merci beaucoup pour déjà pour m'accueillir, même à cette heure tardive, pour rester encore quelques minutes de plus, et toujours à la disposition de la Commission nationale pour évidemment pousser nos sujets. Voilà, merci beaucoup Daniel. Bien sûr, je remercie l'ambassadeur pour ces mots. Vous voyez la Maison France réunie. La délégation permanente et la Commission nationale se complètent et travaillent en une étroite harmonie, ce qui, je le rappelle toujours, est une nouveauté, car dans le passé, il y avait des rivalités, des difficultés de compréhension. Aujourd'hui, tout ça est complètement appartient au passé. Nous travaillons vraiment les deux équipes très proches l'une de l'autre, et je me réjouis que l'ambassadeur soit arrivé. Il a déjà fait preuve d'une connaissance et d'une compréhension et d'une intelligence de l'UNESCO qui est rare, hein, parce que il m'a fallu 10 ans à peu près pour comprendre ce que vous avez compris en quelques mois. Donc merci infiniment et on se rapproche de vous avec Christian Bick. Pour respecter ce calendrier, vous allez recevoir le questionnaire. Puisque le secrétariat va procéder par un questionnaire qui reprend la totalité des articles de la recommandation, intègre déjà les propositions de modification de rédaction issues de la concertation de la société civile et qui débouchera sur un texte consolidé à la fin de l'année qui sera lancé en début d'année prochaine pour le Conseil exécutif de mai prochain. Voilà. Et après la conférence générale. Voilà, c'est exactement. Voilà, c'est le calendrier. Donc on se met au travail avec Christian et toute l'équipe pour insérer les propositions auxquelles nous tenons, dont certaines vont être formulées à la lumière de toutes les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui.